pour les EDP dépendant de la trajectoire. Ou en langage probabiliste non markovienne. Et donc, effectivement, c'est les solutions de viscosité, mais c'est une autre définition, comme a fait Pierre Louis, on a vu tout le long du cours, tu agrandissais l'ensemble des fonctions test. Et là, c'est une notion de solution de viscosité qui consiste à agrandir l'ensemble des fonctions test, mais d'une autre façon, parce qu'on a un autre type de problème. Et donc, je travaillerai toujours sur l'espace des trajectoires qui sera l'ensemble des fonctions continues. J'ai un temps fini grand T et qui prennent valeur dans RD. Et donc les fonctions, ça sera des fonctions U de T et de oméga. Oméga est un élément de grand oméga et T est un temps. Et donc la raison pour laquelle il va falloir faire quelque chose de différent, c'est que cet espace oméga n'est pas localement compact. Alors il y a des notions dans les Hilbert, en passant à la limite, typiquement à partir de la dimension finie. Mais là, tout ça a des limites. Je vais vous montrer quelques exemples. Et c'est la raison pour laquelle on va chercher à faire autre chose. Donc ces fonctions-là, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Ça va être ce qu'on appelle des fonctions qui n'anticipent pas sur la trajectoire. Et donc typiquement, ça sera des fonctions qui sont des fonctions de t et de oméga s. La dépendance par rapport à la trajectoire est uniquement à travers des valeurs de la trajectoire avant la date t. Donc ça, c'est la condition d'adaptabilité. Bon, d'habitude, on parle de processus stochastique. Moi, je vais faire cet exposé pratiquement sans parler de processus, parce que bon, c'est de l'analyse. Hein. J'ai grandi à Dauphine, où les probas, c'est une partie de l'analyse. Hein. Donc, arrêtez-moi s'il y a des notions probabilistes qui vous gêneront pendant l'exposé. Mais pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est une fonction de oméga. Oméga est dans un espace moins agréable, c'est tout. Hein. Donc voilà, donc on a des fonctions comme ça. On va munir, je vais appeler aussi θ temps-espace. Et là-dedans, on va prendre une distance ou une pseudo-distance, oméga à oméga prime. Je vais définir la norme infinie d'un point θ. Donc un point θ, c'est un couple T oméga. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est T moins T'. Sur les temps, c'est comme d'habitude. Par contre, la différence, c'est que sur les oméga, on va prendre la norme infinie, donc de la trajectoire arrêtée jusqu'en T. T veg, c'est la trajectoire arrêtée jusqu'en T. Ça, c'est exactement fait sur mesure pour réaliser ça. Donc les fonctions qui seront continues par rapport à cette distance. Oui, pardon. J'allais écrire une distance. D'accord? Donc les fonctions qui seront continues par rapport à ça seront exactement, ça implique qu'elles sont nécessairement de cette forme-là. Seule la trajectoire jusqu'à la date t est importante. Et donc vous voyez que t, du coup, intervient dans ces fonctions-là, à la fois dans le premier argument et dans le second argument. Alors on peut prendre d'autres distances. Si vous prenez la distance LP, je vais prendre toujours t, la valeur absolue pour la composante t, et puis sur la composante oméga, on va prendre la norme dt à la puissance p, tout ça à la puissance 1 sur p. Et si on veut contenir la distance quand ça c'est remplacé par x, je vais aller pas seulement jusqu'à t, mais je rajoute t plus 1, ce qui va mettre un poids sur la valeur finale de oméga. Du coup, ça contient les normes habituelles quand on est en tx. Voilà, donc je vais commencer par des exemples. Les exemples que je voudrais couvrir. Alors la motivation, peut-être que la motivation initiale, je peux commencer par le contrôle optimal dans le cas non markovien. Donc j'ai un problème de contrôle optimal dxt égale à un certain bt. Alors quand j'écrirai x ou x point, ça veut dire que ça peut dépendre de toute la trajectoire. Et puis un certain contrôle que je vais appeler état t dt plus sigma t
de x et de eta t dwt. Donc eta, ça va être le contrôle. Et puis on va chercher à résoudre des problèmes du type minimiser sur le contrôle espérance d'une fonction xi de la trajectoire jusqu'en grand T. Donc ce sont des problèmes de contrôle stochastique non markoviens au dépendant de la trajectoire, dans le sens où j'ai la trajectoire qui intervient ici, ici, et même dans la condition finale. Hein. Alors, c'est bien que si la dépendance de B en X passait uniquement à travers de la valeur la plus récente, si on est dans ce cas-là, et des hypothèses habituelles pour sigma et pour xi, si c'était une fonction de x grand T, et non pas de toute la trajectoire, à ce moment-là, on a l'équation de HJB. Si j'appelle ça U, cette fonction U va être solution d'une équation de U et solution de l'équation de HJB, dTU plus l'inf ici de B E, l'inf sur les contrôles, je les appelle E, les contrôles qui prennent valeur dans un ensemble E, fois le gradient, 1,5 de sigma, sigma transpose, E D2U égale 0. Donc ça, c'est typiquement l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman. Et moi, ce que j'aimerais, c'est écrire ce genre d'équation, même dans le cas où on a oméga au lieu de x. Donc typiquement, ce que je voudrais arriver à faire, c'est avoir exactement la même écriture, mais en remplaçant, ça ne change rien, sauf que ces dérivés-là auront un autre sens, parce que ça sera des dérivés dans le sens trajectoriel. Alors, où est-ce que ça peut être intéressant ? Des problèmes comme ça, alors évidemment, on peut raconter plein d'applications dans lesquelles l'effet d'un contrôle sur le système dépend aussi de toute l'historique. Par exemple, l'effet du cours de Pierre-Louis, étant donné son effort état, ça ne dépend pas uniquement de ce que vous savez ce matin, mais de tout ce que vous avez appris depuis votre plus jeune âge. Donc on peut raconter plein d'histoires comme ça. Mais il y a un cadre que j'aime bien, c'est... Il y a un cadre que j'aime bien. Oui, tout ça, j'ai oublié de le dire, tous les B, sigma sont de ce type-là. Sont anticipatifs, plus des conditions pour que tout ça existe. Il y a un cadre que j'aime bien, et dans lequel je pense que ce que je vais vous raconter a un vrai avantage, c'est si jamais on a des problèmes de retard, les problèmes de contrôle avec retard, qu'on trouve dans la littérature sous le nom hereditary control problems. Dans ces problèmes-là, typiquement, les coefficients sont du type bt de x et de e. C'est une fonction b de t de xt et de xt moins delta. Il y a un retard. Même chose pour le sigma. Et à ce moment-là, la façon dont ces équations sont abordées dans la littérature, c'est de plonger le oméga dans un espace de Hilbert, L2, de plonger le oméga dans cet espace de Hilbert, parce que dans l'espace de Hilbert, le calcul différentiel est plus simple. Et là-dedans, on va écrire des équations, on va écrire l'équation de HJB dans l'espace de Hilbert, et à la fin, redescendre sur l'espace sur oméga. Donc, ce genre de détour, on passe par l'espace de Hilbert juste pour des difficultés techniques, parce qu'on a envie de faire des calculs différentiels dans un Hilbert. Ce genre de détour, je vais vous montrer qu'on peut l'éviter avec cette notion de solution de viscosité. Alors, il y a un autre exemple, et je vais finir avec cet exemple-là et ensuite passer à mon exposé. L'exemple suivant, c'est les problèmes de risque moral en économie.
C'est des problèmes très importants qui ont beaucoup d'applications en assurance, en régulation financière, on parle beaucoup de ça en ce moment. Comment faire en sorte que, quand on met en place une régulation, que la personne en face qui va subir la régulation va être responsable. Hein, donc le risque moral, c'est comment faire en sorte que l'agent en face est responsable face à une décision qui vient d'un deuxième agent. Ou alors dans une relation de contractualisation entre un employeur et un employé, l'employeur paye un certain salaire, l'employé n'observe pas l'effort de l'employé, il va juste observer ce que produit l'employé. Comment est-ce qu'il fait en sorte que la façon dont il le paye va le forcer à faire un effort qui va dans le bon sens? Et donc c'est des problèmes du type, on va avoir un agent qui, lui, a un système comme celui-ci qu'il va contrôler, et l'agent va optimiser son effort par rapport au salaire qu'il reçoit, moins le coût de l'effort. Donc il a un coût de l'effort. Et puis le salaire, c'est le deuxième agent qui le fixe. Donc dans la littérature économique, ça s'appelle le principal. Le principal, qu'est-ce qu'il va faire? Le principal, il va maximiser. Maintenant, le principal, il va choisir cette variable aléatoire xi, qui est une fonction de la trajectoire, parce que le principal n'observe pas ce que fait l'agent comme effort. Il va maximiser sur les fonctions xi qui dépendent uniquement de la trajectoire de x. Il va maximiser une certaine fonction alors, bien sûr, il va payer xi. Le xi qu'on retrouve en plus ici, on va le retrouver en moins chez le principal. Et puis, le principal, lui, il s'intéresse vraiment à la valeur de l'output, x, donc x grand t, bon, si c'est dans RD, je vais mettre juste une fonction ici qui transforme de RD dans R. Donc ça, c'est un jeu stochastique à somme non nulle, c'est des jeux de Stackelberg, et quand on résout ces problèmes-là, typiquement, on va trouver que le xi étoile a une forme dépendante de la trajectoire. On peut montrer que c'est quelque chose comme une constante, plus une intégrale de zt par rapport à dxt, plus une certaine intégrale par rapport à la variation quadratique de x. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui dépend de toute la trajectoire. Donc, on ne peut pas s'en sortir pour résoudre ce problème-là juste en approximant le xi par certains points sur la trajectoire. Ça devient très compliqué, parce qu'il faudrait que l'approximation se transmette à travers... alors évidemment, ici, le principal subit le contrôle optimal de l'agent. J'ai oublié de mettre ça. Donc c'est sous le contrôle optimal de l'agent. Donc si jamais j'approxime xi par sa valeur sur certains points de la trajectoire, je vais avoir un état étoile, sa réponse optimale va dépendre de cette approximation. Il va falloir regarder la stabilité par rapport à cette approximation partout. Donc ça, c'est des problèmes où typiquement, il va falloir regarder le xi est dépendant de la trajectoire. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer par le cas linéaire. Je vais développer le cas linéaire et ensuite énoncer les résultats qu'on a dans le cas non linéaire. Donc tout ça, j'ai oublié de le dire, c'est un projet sur lequel je travaille depuis peut-être 5 ou 6 ans avec Jianfeng Zhang, qui est à USC, en Californie, à Los Angeles, et récemment avec Zhenjie Ren, qui vient de terminer sa thèse et qui a contribué énormément à ces choses-là. Donc le cas linéaire, typiquement, je pense à l'équation de la chaleur. dTu plus 1/2 de Laplacien U égale 0, l'équation de la chaleur. Et puis je mets une condition. Donc vous voyez que j'ai mis un plus pour les deux, et du coup je mets une condition en grand T à la fin, égale G en grand T. Donc là, pour l'instant, je regarde pour motiver, je regarde le cas bien connu X dans RT, ou dans R si vous voulez, ça ne change absolument rien.
Donc dans ce cas-là, on sait que la solution, c'est l'espérance conditionnelle, U de t et de x, c'est l'espérance conditionnelle G de x grand T. Alors je vais noter ici une autre notation, c'est que je vais appeler tout le temps x ce qu'on appelle le processus canonique, c'est-à-dire la projection sur les coordonnées, x de oméga égale oméga t, xt de oméga. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est l'espérance conditionnelle. Je vois un Laplacien, un demi-Laplacien, c'est associé à un mouvement brownien. Donc le P0, c'est la mesure de Wiener sur l'espace des trajectoires. Et l'espérance conditionnelle qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'intégration de G2 oméga grand T contre la mesure de Wiener des P0. Et ici, où je pars de x, donc la trajectoire, alors je vais mettre x concaténé autant t avec la trajectoire future. Évidemment, je peux l'écrire de manière beaucoup plus simple parce que je sais que cette loi est gaussienne et c'est juste l'intégration par rapport au noyau gaussien. Mais c'est juste pour préparer les notations que je vais utiliser après. Alors évidemment, dans le cas de cet exemple, on sait que la solution est même C infini parce que c'est l'intégration par rapport à une gaussienne. Mais je vais ignorer volontairement que la solution est C infini pour forcer à utiliser des solutions de viscosité. Alors comment ça marche les solutions de viscosité? Pierre, lui, nous a présenté des cas compliqués. Et moi, je vais rappeler à partir du cas très très simple de cette équation. Donc les solutions de viscosité, dans ce cas très très simple, je vais introduire une notation, je vais regarder pour les sous-solutions, je vais regarder l'ensemble des fonctions test qui touchent par le haut, c'est ça, pour les sous-solutions. Donc je vais appeler ça A droit. Tout à l'heure, j'utiliserai une autre notation pour l'extension. Ça, c'est l'ensemble des fonctions phi qui sont C1, 2, C1 en temps, C2 en espace, telles que U moins phi. Alors moi, je préfère écrire phi moins U. C'est mieux aussi pour ce que je fais plus tard. Éteint, donc la barre est en dessous, donc à ce moment-là, c'est un min. 2 phi moins U. Bien sûr, le min peut être local, strict, tout ce qu'on veut là-dedans. Et donc, on va prendre des fonctions test qui sont comme ça. Et si on passe pour l'ensemble correspondant pour les fonctions test pour les sursolutions, je vais remplacer juste le min par un max. Et vous savez que pour vérifier que cette fonction est une solution de viscosité, il faut vérifier pour n'importe quelle fonction test, soit avec la barre blanche, soit avec la barre jaune, qu'on a la bonne inégalité pour l'équation écrite avec les fonctions test. Et alors, ici, comment ça marche? Ici, la remarque, c'est que cette espérance conditionnelle, elle vérifie une propriété de projection. Ça, c'est une projection. Ça, c'est une projection orthogonale sur l'espace L2. Et donc, cette fonction U de t et de x vérifie que cette projection, on peut écrire que la projection sur une droite sur ce bureau, d'abord, je projette sur le bureau, ensuite sur la droite. C'est le théorème des projections itérées, tout simple. Et donc, je peux toujours écrire que ça, c'est l'espérance à n'importe quel temps ultérieur, je vais écrire taux, de G de x grand T. Ça, c'est juste la propriété des projections itérées, la version simple de la programmation dynamique dont a parlé Pierre-Louis. Et puis là-dedans, ici, ça, je reconnais que ça, c'est la même chose que U de taux et de x taux. Donc, à partir de cette égalité, qu'est-ce qui se passe? Au point Tx, je peux toujours me ramener au minimum égal à phi, quitte à rajouter une constante. Au point Tx, U est égal à phi. Et partout ailleurs, si je parle de sous-solution, partout ailleurs, U est plus petit que phi.
c'est la définition qui est ici, U est plus petit que phi partout ailleurs, et du coup, l'espérance de U est plus petite que l'espérance de phi. Parce que c'est une intégration par rapport à une mesure positive, l'espérance. Et donc, à partir de là, on obtient que ça, c'est plus petit que l'espérance de phi de taux et de x taux. Toujours sous la mesure de Wiener, tout ça. Hein. D'accord ? Maintenant, phi est une fonction régulière, je peux utiliser le calcul différentiel. Phi est une fonction régulière, je passe par le calcul différentiel. Et le calcul différentiel va me permettre d'obtenir que moins dt phi, moins 1,5 de Laplacien phi, au point tx, inférieur ou égal à 0. Alors, au passage, le calcul différentiel, ici, qu'est-ce que c'est? Parce qu'à cause du brownien, c'est un calcul différentiel du second ordre. Donc ici, c'est un ETX P0 de phi de t et de x, le point de départ, plus l'intégrale de t à taux, exactement l'opérateur qui est ici. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler LU. Donc plus LU RXR, DR, plus l'intégrale de 0 à taux de la partie DU de RXR DXR, le brownien. Et au passage, pour pouvoir arriver là, il faut justifier que l'espérance de cette partie-là est nulle, et donc on est obligé d'utiliser des temps d'arrêt. On est à peu près obligé d'utiliser des temps d'arrêt, il faut localiser. Il y a besoin de localisation, donc au passage, il y a besoin de localisation par les temps d'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des arguments, je vais jusqu'au moment où je sors d'un certain compact. Et ça, ce n'est pas gênant parce qu'à la fin, pour obtenir l'équation, de toute façon, je dois faire converger mon taux vers le point à l'origine, donc rester dans un compact, ce n'est pas un problème. Donc c'est des arguments de localisation. Donc comme je vous disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est généraliser ça au cas où j'aurai une dépendance de oméga. Là, pour l'instant, je suis dans RD. Et si je passe par une dépendance par oméga, essentiellement, qu'est-ce qui va se passer? Cet argument, il va encore bien se passer. Parce que le terrain des projections itérées, ce n'est pas du tout spécifique au cas markovien. Ça, c'est quelque chose qui est très général. Et plus tard, pour le contrôle stochastique, la programmation dynamique, c'est aussi des concepts très, très généraux. Il n'y a pas besoin d'être dans le cas strictement markovien pour avoir la programmation dynamique. Donc ça, on l'aura toujours. Ça, on l'aura toujours. Par contre, là où on va pouvoir continuer à passer comme d'habitude, sauf qu'il va falloir définir qu'est-ce que je veux dire par cet opérateur qui est là. Mais là où ça va gêner, c'est dans l'unicité. Dans l'unicité, le problème, c'est là où on utilise la compacité locale, parce qu'on utilise tout le temps le fait qu'il faut trouver un point de maximum ou de minimum dans une boule. Et ça, c'est là où ça ne va pas passer, et c'est la raison pour laquelle on va chercher à généraliser, à prendre un ensemble de fonctions test plus grand, toujours dans l'esprit qu'a présenté Pierre, lui. Hein. Alors, ici, donc pour chercher un ensemble de fonctions test plus grand, on regarde dans cette démonstration qui est un peu... Pour l'équation de la chaleur, ça, c'est une démonstration d'existence. Ça nous dit que cette fonction que j'ai écrite à gauche, cette fonction U qui est l'espérance conditionnelle, est solution de viscosité de cette équation. Après, évidemment, il faut l'unicité. Hein. Et si je grossis l'ensemble des fonctions test, ça va m'aider pour l'unicité, mais il faut que je fasse attention à ce que ma démonstration d'existence dans ce cas très simple ne s'écroule pas. Hein. D'accord? C'est toujours un équilibre. Et donc ici, où est-ce qu'on a été généreux? Où est-ce que je peux prendre plus de fonctions test? Si je regarde cette démonstration, ça n'a rien à voir avec les fonctions test. C'est ici que les fonctions test sont intervenues. Et là, on se rend compte que c'est à cette étape qu'on a été très généreux. L'étape d'inégalité qui est ici, on a été très généreux parce qu'on a utilisé une tangence ponctuelle, U plus petit que phi partout, pour déduire uniquement l'inégalité en moyenne. On a été très généreux. D'accord? Au lieu de dire j'ai besoin uniquement de U plus petit que phi en moyenne,
sous la moyenne, sous la mesure de Wiener. J'ai besoin uniquement de ça. Et là, on a été très, très généreux. On a utilisé la tangence ponctuelle pour obtenir la tangence en moyenne. Et donc, c'est là où je vais agrandir mon ensemble de fonctions test. Donc, la remarque essentielle ici, c'est que tout cet argument passe. Donc l'ensemble de cet argument passe si, au lieu d'utiliser des fonctions phi qui sont tangentes point par point, si j'utilisais des fonctions phi qui sont tangentes en moyenne. Donc je vais utiliser maintenant mon arrond de u. Donc maintenant, si j'avais une fonction de t et d'oméga, donc ce qui serait le cas si je passe au cas dépendant de la trajectoire, donc maintenant je vais mettre une fonction xi de toute la trajectoire, mais à ce moment-là, si je prends une fonction xi qui dépend de toute la trajectoire, ça va dépendre de la trajectoire passée. Donc je vais mettre un t oméga ici, qui veut dire exactement que c'est l'intégrale de xi de la trajectoire oméga concaténée au temps t avec une trajectoire oméga prime, d'accord, et que je vais intégrer par rapport à la mesure de Wiener. Je vais intégrer uniquement la partie oméga prime par rapport à la mesure de Wiener. D'accord? C'est la désintégration. Hein. Donc ça, et maintenant, c'est une fonction u de t et de oméga. Avec cette fonction u de t et d'oméga, tout ce que j'ai fait ici passe, à condition de... Enfin, ça passe même si j'agrandis l'ensemble des fonctions test. Donc je vais appeler A bar en dessous, u, c'est l'ensemble des fonctions test. Oui, alors là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne voulais pas parler tout de suite des fonctions test régulières. Alors, faisons juste une remarque que dans le cadre des solutions de viscosité, il est bien connu qu'il suffit de regarder des quadratiques. Et donc, je vais prendre J bar en dessous U de Tx. C'est l'ensemble des alpha, bêta, gamma, tels que la quadratique alpha, bêta, gamma, ou paraboloïde, peut-être le terme utilisé par Caffarelli et Cabret, soit dans A bar en dessous, U de Tx. Et qu'est-ce que c'est que Q alpha, bêta, gamma? C'est linéaire en temps et quadratique par rapport à x, bêta x, 1,5 de la trace. Gamma est une matrice symétrique, trace de gamma, gamma x, au scalaire avec x. On va écrire comme ça. D'accord? C'est l'ensemble des paraboloïdes que je peux placer au-dessus de U. D'accord? Et de la même façon, je définis J bar au-dessus, dans l'autre sens, et donc là-dedans, j'ai besoin uniquement d'utiliser les paraboloïdes. Donc comme ça m'évite d'introduire les fonctions test. Donc je vais introduire, au lieu du A ronde, je vais introduire un J ronde. Bar. Ça sera l'ensemble toujours des alpha, bêta, gamma. Donc dimension finie. Alpha est un scalaire, c'est le coefficient de t. Bêta est dans RD, ce qui va jouer le rôle du gradient. Et gamma est une matrice symétrique. Alpha, bêta, gamma, telle que Q alpha, bêta, gamma appartient à... non, il faut que je dise exactement, parce que je n'ai pas introduit à l'heure bar. Donc tel que j'ai exactement cette relation de tangence. Donc tel que Q alpha, bêta, gamma en T oméga T moins U de T d'oméga est un point de minimum en espérance, minimum en moyenne, sous la mesure de Wiener, de phi Q alpha, bêta, gamma moins U. Alors je voudrais que ce soit plus petit. Quel que soit, à la fin de cette démonstration, il va falloir faire tendre taux vers petit t. Donc il faut que ce soit la condition de minimalité, il faut que ce soit sur tous les temps d'arrêt dans un certain voisinage. Donc
je vais dire inférieur ou égal à H. H est un autre temps d'arrêt. Il existe H. Temps d'arrêt. Donc sur tous les taux qui sont des temps d'arrêt. Alors les temps d'arrêt, ce sont les variables aléatoires à valeur dans 0 grand T, tels que l'événement taux plus petit que T est dans Ft. Hein, et Ft étant la sigma algèbre engendrée par le processus canonique jusqu'en T, par la trajectoire jusqu'en T. C'est la bonne notion du temps quand on parle de processus stochastique. Voilà, donc H c'est une sorte de localisation, j'ai le soi de H, donc c'est bien une définition locale. Et si vous prenez cette définition maintenant, et si on revient à cette démonstration, eh ben, je vais remplacer le x par oméga. J'ai oublié de dire que c'est une espérance conditionnelle, donc là-dedans, il faut que je fasse l'analogue de fixer Tx, x avant t, et ici il faut fixer oméga avant t, donc je vais noter t oméga pour dire que dans cette intégration, j'intègre uniquement la partie de la trajectoire qui est postérieure à oméga au temps t. J'intègre uniquement la partie de la trajectoire future, exactement ce que j'ai fait ici. Hein. On intègre par rapport à la partie de la trajectoire future. OK, alors là, vous voyez que bon, ben, le Tx, ça devient des T oméga, si vous voulez. Là, c'est encore un... Donc ici, on obtient encore un U de taux. Maintenant, ça dépend de toute la trajectoire. Ça, c'est un xi de x. D'accord? C'est une fonction de toute la trajectoire. Et maintenant, je n'ai plus cette tangence ponctuelle, mais d'après la définition qui est là-bas, j'ai la tangence en moyenne, et donc je peux passer dans cette ligne-là. D'accord? Et je n'ai pas besoin de calcul différentiel parce que phi, c'est juste ce paraboloïde, et donc je vais pouvoir obtenir ici moins alpha, moins 1,5 de gamma inférieur ou égal à 0, qui est exactement la définition des solutions de viscosité quand on passe par les surjets et le sous-jet. Cette définition est équivalente à la première définition avec les fonctions test. OK, alors ça permet de passer pour l'existence, pour l'équation de la chaleur, mais quid de l'unicité? Est-ce qu'on n'a pas... donc on a agrandi l'ensemble des fonctions test, on a beaucoup plus de fonctions test, donc l'unicité, normalement, c'est en faveur de l'unicité. Mais comment faire l'unicité maintenant alors qu'on est sur l'espace des trajectoires? Alors en fait, c'est très très facile, on va le faire très vite. Donc pour l'unicité, ben, comme d'habitude en solution de viscosité, l'unicité est impliquée par un théorème de comparaison. Et ce que je vais montrer le résultat suivant, très simple, qui est que une fonction u est une sous-solution de viscosité. Alors je vais l'appeler P0 sous-solution de viscosité. Donc cette notion avec ces fonctions test qui sont tangentes en moyenne, je vais faire référence à la probabilité, je vais appeler P0 sous-solution de viscosité. U est une P0 sous-solution, si et seulement si U est une sous-martingale. Sous P0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule en tout T oméga, U de T oméga est plus petit que l'espérance de U en un temps ultérieur, U taux, alors je n'écris plus oméga. Évidemment, c'est une espérance conditionnelle, donc je fige l'espérance qui est ici, agit uniquement sur la trajectoire postérieure à oméga. Hein? Quel que soit T oméga. C'est une notion un peu plus forte que sous martingale habituelle, mais c'est celle-là que je vais utiliser. Et une fois que j'ai cette équivalence, la comparaison est immédiate. Sous solution P0 sous solution de viscosité, V une P0 sur solution de viscosité avec U grand T plus petit que V grand T, U est plus petit que V sur θ tout entier. J'ai caché ici
des conditions à l'infini. Et les conditions à l'infini, c'est juste des conditions d'intégrabilité. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Pour montrer ça, c'est là où on va voir qu'est-ce qui doit remplacer la compacité locale. La compacité locale, c'est créer des extrémas sur les boules, sur les compacts. Ce qui va remplacer la compacité locale ici, c'est le résultat suivant. Et il va falloir étudier les problèmes de minimisation de ce type-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les problèmes de minimisation de ce type-là? C'est les problèmes, ce qu'on appelle les problèmes d'arrêt optimal. C'est l'une des premières applications des théories des martingales. Qu'est-ce que c'est que les problèmes d'arrêt optimal? C'est un problème dans lequel on cherche à maximiser sur les temps d'arrêt inférieurs à un certain temps d'arrêt h, je vais utiliser la même notation, une espérance de y taux, et je vais appeler ça z0 si vous voulez. Donc on cherche à se résoudre ce problème-là. Alors pour résoudre ce problème, on introduit l'enveloppe de Snell. Qui est la version dynamique de ce problème. On change juste l'origine des temps. Donc je vais appeler ZT égale le sup sur les taux inférieurs ou égal à h plus grand que t. De la même chose, mais cette fois en intégrant uniquement par rapport au futur. Donc y taux t oméga. Donc j'obtiens un processus. Alors je suis en train de mettre beaucoup de choses sous la table parce que la façon traditionnelle d'étudier ce problème, c'est de prendre l'essentiel sup pour éviter la difficulté d'avoir un sup sur une famille infinie qui ne serait pas mesurable, des choses de ce genre-là. Mais avec la régularité qu'on utilise pour les solutions de sécurité, on peut montrer qu'on peut passer à un sup. Donc je vais garder sup, je laisse ça sous la table. Mais il y a une petite difficulté technique là-dedans. Et alors, qu'est-ce qu'on sait sur le problème d'arrêt optimal? Sur le problème d'arrêt optimal, ça, je pense qu'on peut effacer. Je vais laisser. Si, je suis obligé d'effacer quelque part. On va effacer ça. Sur le problème d'arrêt optimal, sous des conditions type intégrabilité pour que ces espérances aient bien un sens, et il faut aussi un peu de régularité par rapport à la trajectoire, par rapport à oméga. Pas ici. Plus tard, il faudra de la régularité. En tout cas, ce qu'on sait, laissons de côté les aspects purement techniques, ce qu'on sait sur ce problème-là, c'est que le z que j'ai écrit là-dedans est toujours plus grand que y. Bon, ça, c'est une évidence. Parce que je maximise sur tous les temps d'arrêt entre t et h, donc en particulier, j'ai le droit de prendre taux égale t. Donc z est toujours au-dessus de y. La deuxième propriété, c'est que z est une surmartingale. Surmartingale, c'est l'inégalité inverse à celle-là. C'est l'autre inégalité. Alors ça, c'est le principe de la programmation dynamique. Ou tout simplement, c'est la partie simple du principe de la programmation dynamique, c'est si je m'interdis de m'arrêter entre t et t plus h, alors évidemment, c'est sous-optimal, parce que peut-être que j'aurais intérêt à m'arrêter avant h, et donc il y a une inégalité qui est triviale, qui tombe de là-dedans, et qui va nous donner une propriété de surmartingale. Ce z qui est ici est une surmartingale. Et enfin, la troisième propriété, c'est que si je prends le premier temps tel que z touche y, ce premier temps est optimal. D'accord? Alors, pour ceux qui ont plutôt la culture EDP, le problème d'arrêt optimal dans le cas markovien, c'est l'équation de l'obstacle. Donc, vous prenez l'équation de la chaleur, et vous montez un obstacle, ça devient le minimum de LU moins LU, j'ai mis des signes plus, minimum moins LU et U moins G, je mets un obstacle en G. Donc, pour les problèmes d'arrêt optimal, la zone où U est égal à G, c'est la zone d'arrêt. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'écrire. U, c'est Z ici, parce que c'est ma fonction valeur, et l'obstacle, c'est Y. D'accord? Donc il y a ces
trois propriétés qui vont me remplacer ce dont on se sert dans la compacité locale. Alors, je vais montrer un premier lemme, un lemme très très simple. Je vais en faire la démonstration parce qu'il est très très simple et je pense qu'il est fondamental pour comprendre ce qui se fait ici. Le lemme, ça dit la chose suivante, c'est que, alors, ce qu'on fait dans les solutions de viscosité en dimension finie, pour créer des maxima, qu'est-ce qu'on fait? On prend un compact, on a un point dedans, on met un compact autour, et puis après, évidemment, pour utiliser les solutions de viscosité, il faut assurer que le maximum, alors le maximum, on l'a gratuitement parce qu'on a compacité locale, mais après, il faut s'assurer que le maximum est intérieur. Si le maximum tombe sur le bord, on est mal. À ce moment-là, il va falloir faire autre chose. Et donc, ce qu'on cherche à faire très souvent, c'est à vérifier que sur le bord, quand je suis en train de maximiser, sur le bord, partout sur le bord, c'est plus petit qu'en un certain point à l'intérieur et j'ai gagné. Ça veut dire que du coup, le maximum, il est quelque part. Il ne peut pas être sur le bord, parce que j'ai trouvé mieux que sur le bord. D'accord? Donc ici, on va remplacer ici le bord pour nous, qu'est-ce que c'est? Dans ce problème, le bord, c'est H. C'est tapé H. Le bord, c'est H. Donc le lemme dit que si jamais la valeur en H, si jamais U de T de oméga est strictement plus grande que la valeur en H, donc que l'espérance de U en H, quand j'ai fixé T oméga, toujours une espérance conditionnelle, alors est-ce que je ne me suis pas trompé dans les signes ici? Il ne faut pas que je fasse une erreur de signe, sinon je vais la payer. Tout de suite, cache. Voilà. Si U est strictement plus grand, alors je vais montrer que alpha égale 0, bêta égale 0, gamma égale 0 est un point du sous-jet qui est défini ici de U. Il existe un point T star oméga star avec T star plus petit que H de oméga star, tel que le point 0 est dans le sous-jet au point T star oméga star. C'est le résultat fondamental. C'est comment créer des points de maximum. Comment créer un point de maximum. Comment créer des points du sous-jet qui est ici. Hein. Et la démonstration est très très simple. La démonstration, donc c'est vraiment ça qui remplace la compacité locale. La démonstration de ça, elle est très très simple parce que, considérant le problème d'arrêt optimal, sup de U, sup de l'espérance de U taux pour les taux plus petits que H, T oméga, comme là-bas je vais l'appeler ZT de oméga, d'accord? Alors, les résultats qui sont ici me disent que j'ai un temps d'arrêt optimal qui est ici. Taux étoile est optimal. Et taux étoile, maintenant, du coup, il faut remplacer Y par U. Hein, il faut juste remplacer Y par U là-dedans, mais c'est U. L'obstacle est devenu U maintenant. D'accord? J'ai un point taux étoile qui est optimal. Et en ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, ce point-là ne peut pas être égal à H avec probabilité 1. La probabilité pour que taux étoile soit plus petit que H est strictement positive. Pourquoi? Parce que si taux étoile était égal à H avec probabilité 1, si taux étoile était égal à H avec probabilité 1, qu'est-ce qui se passe? Je vais obtenir dans mon problème l'espérance de UH serait maximale, mais ce n'est pas possible parce que justement mon hypothèse c'est que j'ai un point T oméga qui est meilleur. D'accord? J'ai un point du bord qui est meilleur que partout. J'ai un point de l'intérieur qui est meilleur que partout sur le bord. Hein. C'est exactement ce que j'avais fait dans le dessin qui est ici. Donc automatiquement, j'ai un ensemble de mesures strictement positives où taux étoile est strictement inférieur à H. Et donc je vais en prendre un. Je vais prendre un oméga là-dedans. Hein. Donc soit oméga étoile. Donc je peux trouver un oméga étoile. Je peux en trouver plein. Hein. J'ai un ensemble de mesures strictement positives. Mais il suffit que j'en trouve un. Il existe oméga étoile tel que T étoile, qui par définition est taux étoile de oméga étoile, est inférieur à H. Ça va être mon point, T étoile. D'accord? Et en ce point-là, qu'est-ce qui se passe? En ce point-là, qu'est-ce qui se passe en ce point-là? J'ai Y T étoile de oméga étoile
y t étoile de oméga étoile. J'ai la condition de... Le y, lui, le z, pardon, c'est un z. Z est une surmartingale. Surmartingale, ça veut dire que c'est plus grand que l'espérance conditionnelle de z tau, toujours quand j'ai conditionné par t étoile oméga étoile, quel que soit tau. C'est plus grand que ça, quel que soit tau, donc c'est plus grand que le max sur tous les taux. Plus petit que h. D'accord? Donc ça, c'est juste la condition de surmartingale. Mais évidemment, si je prends taux égal à t étoile, j'obtiens égalité. Donc en fait, c'est égal. Ça va? En fait, c'est égal. Mais au point taux étoile, justement, c'est le point où z est égal à y. D'accord? Donc z est égal à u. Donc ça, c'est égal à u t étoile de oméga étoile. Ça, c'est u t étoile de oméga étoile. Et la dernière propriété que je n'ai pas utilisée, c'est que l'enveloppe de Snell est au-dessus de l'obstacle. Z est plus grand que u. D'accord? Donc ce maximum est encore plus grand que le max sur les taux entre t étoile et h de espérance de u tau, t oméga. Ça va? J'utilise que des inégalités triviales. Et enfin, là, le même argument que tout à l'heure, le supérieur ou égal, je peux toujours prendre taux égale t étoile, donc l'inégalité est en fait une égalité. Et ça, c'est exactement la définition qui est ici, avec q égale 0. Alpha égale bêta égale 0 me donne q égale 0, et donc j'ai exactement la même définition. Hein. Si vous mettez des moins, ça devient un minimum. Hein. Donc ça, c'est exactement 0, 0, 0 appartient au sous-jet de U en t étoile oméga étoile. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce qui va remplacer la compacité locale. Hein? On ne cherche plus des maxima dans l'espace sous-jacent, mais on va chercher des maxima dans les temps d'arrêt. Et les temps d'arrêt, c'est beaucoup plus gentil comme espace, en fait. Hein? OK. Alors, j'ai toujours pas démontré cette équivalence. Hein? Donc je vais finir rapidement avec cette équivalence. Et ensuite, je vous énonce juste les résultats qu'il y a dans le canon linéaire. Mais les intuitions sont essentiellement ici. Hein. Alors, pour finir cette équivalence, donc, où est-ce qu'on va la faire? On va la faire ici. J'ai plus besoin de ça. Alors, donc pour l'équivalence, je reviens au théorème, démonstration du théorème. Si je fais la démonstration, c'est que c'est très simple, hein, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Donc il y a une direction qu'on a déjà faite en fait, c'est la direction, si c'est P0 sous martingale, celle-là, alors c'est sous solution, P0 sous solution de viscosité, on l'a déjà faite tout à l'heure, c'était l'argument où je vous disais la propriété des projections itérées, mais en fait les projections itérées maintenant sont remplacées par cette condition de sous-martingale. Elle est déjà faite celle-là. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant je voudrais montrer l'autre implication. Donc on veut montrer maintenant que si j'ai P0 sous solution de viscosité, ça implique P0 sous martingale. Donc par contradiction, sinon, ce que je vais montrer que ça implique, on va montrer que P0, je vais écrire tout, solution de viscosité, implique, on veut montrer que U est sous martingale. P0 sous martingale. Mais en fait, je vais faire un tout petit peu moins, mais c'est pareil. Une sous-martingale, c'est la même chose que quelque chose de croissant, si on était en déterministe. Donc je vais l'aider un peu, en rajoutant epsilon fois t. Et je vais montrer que ça, c'est P0 sous martingale, quel que soit epsilon. Et alors, si j'ai ça, pour éliminer le epsilon, je passe à la limite à la fin. Une fois que j'ai cette inégalité, quel que soit epsilon, j'envoie epsilon vers 0. On a l'intégrabilité qu'il faut, il n'y a pas de souci pour ça. Hein.
Donc je vais plutôt montrer ça, que quel que soit epsilon positif, ut plus epsilon t est une P0 sous martingale. Et maintenant, si je rajoute epsilon, que devient l'équation de la chaleur? Alors je vais donner un nom à ça, on va l'appeler U epsilon. Pour U epsilon, l'équation de la chaleur devient dTu, alors je vais écrire avec des moins 1,5 de Laplacien U epsilon. Ça fait plus epsilon, c'est ça? Donc il y a juste le t qui est là, qui vient du dt, le epsilon, inférieur ou égal à 0. Donc ça, c'est ce que je sais. Ça, c'est ce que je sais, quel que soit epsilon positif, et je veux obtenir ça. Et donc, par contradiction, supposons que pour un certain epsilon, ça ne soit pas vrai. Supposons qu'il existe epsilon positif, un point t oméga et un temps d'arrêt h qui contredisent cette inégalité qui est là. Donc U de t et de oméga est strictement plus grand, c'est ça, que E P0 de U tau t oméga, UH. Bon, maintenant, je suis dans l'hypothèse du lemme. Je suis exactement dans l'hypothèse du lemme. Donc, le lemme me dit que 0, 0, 0 est dans le sous-jet U epsilon au point t oméga. D'accord? Je remplace dans mon équation. Donc, il n'y a pas de gradient. Donc, ça me donne moins alpha, moins 1,5 de gamma. Alpha, c'est 0 et gamma, c'est 0. Plus epsilon inférieur ou égal à 0. Ça me donne epsilon inférieur ou égal à 0. C'est la contradiction que je cherche. Terminé. Hein? Donc on a maintenant avec cette notion, je vous ai montré que pour l'équation de la chaleur, on a existence et unicité. Hein? C'est un peu plus compliqué pour les équations non linéaires. Pour les équations linéaires, c'est vraiment très très simple. Ça tombe tout seul, c'est de l'arrêt optimal. C'est utiliser ces résultats d'arrêt optimal. Pour les équations non linéaires, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Pierre-Louis, combien de temps? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Allez, vous me donnez 10 minutes. Hein? Donc je vais juste énoncer les résultats. Alors pour les équations non linéaires, même la définition, il faut la changer un peu. Et là, on a des emmerdes qui vont commencer à arriver. Donc, troisièmement, EDP non linéaire. Le cas semi-linéaire est plus simple. Je donnerai un résultat qui est beaucoup plus fort dans le cas semi-linéaire. En fait, le cas semi-linéaire, on peut avoir des notions de solution plus régulières, type Sobolev. C'est ce que les gens en proba appellent les équations différentielles stochastiques rétrogrades. À tort, moi je trouve que j'aurais pas. C'est dommage que ce soit un nom aussi compliqué parce que c'est vraiment des solutions de Sobolev. Hein. Pour les EDPistes, c'est vraiment des solutions de Sobolev. Et le nom, les mots-clés, ça fait que les gens ne se regardent pas, ne se lisent pas. Alors que les équations différentielles stochastiques rétrogrades, c'est exactement des solutions de Sobolev, de ce genre d'équations dépendant de la trajectoire. C'est exactement ça. EDP non linéaire. Donc, je vais regarder des équations du type dTu. Alors on va mettre des moins, sinon je vais me tromper. Oméga, ut de oméga, d oméga ut de oméga, d2 oméga ut de oméga. Alors, vous remarquez quelque chose, c'est que je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était que ces dérivés. Hein. Et en fait, une fois que je vous ai donné la définition avec alpha, bêta, gamma, je n'ai pas besoin de vous le dire. Sauf pour la consistance avec des solutions classiques. Mais comme je n'ai pas le temps, je pense que je vais zapper ça. Je ne vais pas vous dire le sens exact de ces dérivés. Prenez ces dérivés comme cette définition, si vous voulez. Donc, c'est des équations de ce type-là. Donc, j'ai une dépendance de oméga, comme je l'ai dit au départ, non anticipative. Donc, il y a un S plus petit que T.
C'est pas évident de définir ces dérivés dans le cas trajectoriel parce que, rappelez-vous, à cause de cette condition, U de t dépend de oméga s à travers les s plus petits que t. Donc le t apparaît à deux endroits. Donc dérivé par rapport à t n'est pas trivial. Et on voit très bien, si vous essayez de comprendre ce que ça veut dire dans le cas à retard, où je retarde, je fais U de t et de oméga, c'est U de t et de oméga t moins delta, vous allez voir que ça contient un opérateur de dimension infinie, l'opérateur de shift en arrière. Il sera complètement absorbé dans cette dérivée en temps. Cette dérivée en temps contient beaucoup d'informations, en fait. C'est le prix à payer pour finalement réécrire les choses comme si on était dans le cas markovien, mais dans le cas non markovien. C'est que ces dérivés, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, pour cette EDP qui est ici, donc les conditions qu'on a, c'est... alors, dans le cas général, donc dans le cas complètement non linéaire, G est elliptique. Donc croissante par rapport à cet argument matriciel, matrice symétrique, que G est Lipschitz par rapport aux variables alors RPA, les notations auxquelles vous avez l'habitude, c'est une notation de Pierre-Louis, RPA. Alors, malheureusement, dans le cadre complètement non linéaire, on a encore besoin de uniformément en T-oméga. C'est une hypothèse, c'est une condition forte. On est en train de travailler à améliorer ça. Dans le cas semi-linéaire, je vous montrerai le résultat, on n'a pas besoin de ça. G est Lipschitz en RPA, et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de continuité par rapport à T-oméga aussi. Hein. C0 en T-oméga. Avec la continuité, soit par rapport à ça, soit par rapport à ça. C'est mieux de le faire par rapport à ça parce qu'il y a plus de fonctions continues là-dedans que là-dedans. Et alors, il faut changer un peu les choses à cause de ce caractère Lipschitz. À cause de ce caractère Lipschitz, si vous linéarisez l'équation, vous allez avoir la linéarisation va vous donner un coefficient alpha fois le gradient et un coefficient bêta fois la dérivée seconde. Maintenant, vous ne les contrôlez pas. Tout à l'heure, dans l'équation de la chaleur, c'était très simple. Le coefficient devant la dérivée seconde, c'était 1. Et donc, j'ai pris la mesure de Wiener qui correspond au brownien. Maintenant, j'ai des alpha et des bêta qui peuvent être des mesures, qui peuvent correspondre à des mesures différentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va introduire un ensemble P-ronde. Ça va être l'ensemble des probabilités P sur l'espace des trajectoires, sur probabilité sur oméga, notez comme ça, tel que le processus canonique a une décomposition alpha t dt plus bêta t dwt, où W est un brownien, P mouvement brownien, alpha et bêta, bêta carré, sont bornés par une constante qui est plus grande que la constante de Lipschitz qui est là. D'accord? Donc je prends, au lieu de regarder l'espace des trajectoires juste à travers la mesure de Wiener, ce qu'on a fait dans l'équation de la chaleur, maintenant je vais la regarder à travers les supports de plein de mesures. Et dans la définition qui est ici, au lieu de prendre seulement l'espérance par rapport à P-ronde, je vais prendre un opérateur d'espérance non linéaire que je vais appeler E-ronde en dessous, une barre en dessous, et ce E-ronde barre en dessous, c'est l'inf sur tous les P dans la famille P-ronde d'espérance sous P. Donc tout devient non linéaire. Hein, c'est un inf d'espérance. Et puis vous gardez cette définition. Maintenant vous prenez sur-solution et sous-solution au sens de cette définition. Et donc le résultat, c'est que sous ces conditions, on a un théorème de comparaison pour les fonctions bornées uniformément continues par rapport à dp. On l'a pas pour d infini, on l'a pour dp. Bon, la raison est technique, on utilise une régularisation qui marche avec dp, mais qu'on n'arrive pas à avoir avec d infini. Dans le cas semi-linéaire,
peut-être que ce n'est pas la peine que j'écrive toutes les hypothèses. Hein. Dans le cas sémilinéaire, essentiellement, dans le cas sémilinéaire, c'est cette hypothèse emmerdante qu'on arrive à effacer. Cette hypothèse emmerdante, on arrive à l'effacer dans le cas semi-linéaire. Et là, on a une démonstration qui est purement basée sur des arguments probabilistes et qui est en fait une adaptation de l'argument de Caffarelli-Cabret. Mais eux, leur argument était dans le cas uniformément elliptique, mais dans ce cadre-là, ça marche même dans le cas dégénéré. Elliptique dégénéré, ça passe. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé ici. On peut montrer en quelques lignes qu'il y a stabilité, hein, quand on passe à la limite avec ces équations, aussi simplement que dans la magnifique démonstration de stabilité pour les solutions de viscosité habituelles de Pierre-Louis et Mike Randall. L'argument qui remplace la compacité, c'est toujours pareil, c'est l'arrêt optimal. C'est juste utiliser ce résultat d'arrêt optimal. Hein. C'est pas petit. Hein. Surtout le passage de l'essentiel sup au sup n'est pas petit. Mais bon, c'est un résultat, une fois qu'on l'a, c'est terminé, on s'en sert. Hein. Il y a un article de Zengier et Xiaolutan où ils font exactement le parallèle de Barl-Souganidis, les schémas monotones, donc pour la convergence des schémas, au sens de cette notion de solution. Et tous les schémas que je connais dans ce cadre non markovien tombent dans le cadre de ce théorème. Donc on a ce très très beau théorème de schéma monotone de Barl-Souganidis. La méthode de Perron passe, pas en toute généralité, mais il y a encore des endroits de démonstration où on a besoin de restrictions un peu sévères, mais ça passe essentiellement, il faut travailler plus. Je suis en train de dire plein de belles choses sur cette notion de solution, mais évidemment, il y a un reproche très fort qu'on peut lui faire, c'est que ma définition dépend un peu de mon équation, si vous voulez. Hein? Je regarde l'équation, je regarde sa linéarisation, ça me donne un ensemble de supports potentiels qui peuvent contenir ma solution, et je fais sur mesure une notion de solution adaptée à ça. Alors que la beauté des solutions de viscosité de Pierre-Louis et Mike Randall, c'est la beauté, c'est que c'est la même définition pour une classe d'équations qui est beaucoup plus grande que celle-là. En particulier, si j'ai une dépendance quadratique en le gradient, les choses dont tu as beaucoup parlé, ça, c'est pas encore fait. Hein. Je crois que c'est Yichin, c'est toi qui travailles avec Zengier là-dessus. Il faut encore changer la solution, il faut la notion, il faut encore changer la définition ici, il faut faire quelque chose de spécial pour le cas quadratique. Bon, voilà. Mais de toute façon, je pense que le problème, c'est que je ne sais pas faire autre chose pour des équations générales comme ça, parce que la théorie habituelle ne s'applique pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.